Il y a deux sujets que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Le vol vers la Lune et la crise au sein du Parti démocrate, qui doit se déguiser en mouton et essayer de tromper les lecteurs. Mais commençons par le fait que des gens partent pour la Lune, mais leur toilette ne fonctionne pas. Le 1er avril, ce jour-là même, où Donald Trump a prononcé un discours sur l'Iran, où les démocrates et les républicains se disputaient, où les prix du pétrole augmentaient. À 18h35 heure de l'Est, depuis le pas de tir du centre spatial Kennedy, la fusée Artemis II a décollé avec 4 astronautes à son bord. Pour la première fois depuis 1972, pour la première fois en 54 ans, des humains se sont dirigés vers la Lune. Qui sont ces 4 personnes ? Le commandant Red Wiseman, le pilote Victor Glover, le premier homme noir à se rendre sur la Lune. Christina Cox, la première femme de l'histoire à quitter l'orbite terrestre. Et Jeremy Hansen, le premier non-américain à se rendre sur la Lune, représentant de l'Agence spatiale canadienne. Dimanche, le vaisseau a officiellement franchi la limite de la sphère d'influence lunaire, le point dans l'espace où l'attraction de la Lune devient plus forte que celle de la Terre. Et lundi 6 avril, le survol historique de la Lune. Au point de rapprochement maximal avec la surface lunaire, Artemis II battra le record d'Apollo 13. C'était en 1970, et cela deviendra le voyage le plus lointain de l'histoire de l'humanité. En milles, cela fera 252 021 miles de la Terre, et en kilomètres, cela représente environ 400 000 kilomètres. Envoyer 4 personnes à une telle distance, c'est un travail sérieux. Christina Cox a ajouté « Rien ne peut vous préparer à voir votre planète natale, brillamment éclairée le jour et enveloppée de la lumière lunaire la nuit. » C'est à couper le souffle. En 1972, lorsque Apollo 17 a quitté la Lune pour la dernière fois, l'URSS et les États-Unis étaient en plein milieu de la guerre froide. Nombre d'entre nous vivaient alors en Union soviétique et se rappellent comment ils suivaient de la course à l'espace. Aujourd'hui, 54 ans plus tard, l'humanité regarde à nouveau dans la même direction. La NASA a simplement dit « Souvenez-vous, pour la première fois, depuis 1972, des humains ont quitté l'orbite terrestre. Les guerres vont et viennent, les politiciens se succèdent, la Lune reste la même et les humains s'envolent à nouveau vers elle. » Ainsi, l'humanité a enfin envoyé des astronautes vers la Lune après une pause de 54 ans, une fusée grandiose, des milliards de dollars, des années de préparation. Que s'est-il passé dès les premières heures du vol ? Que s'est-il passé ? Les toilettes sont tombées en panne. Vous imaginez les toilettes quand ils sont tombées en panne dans le vaisseau spatial, où il y a 4 personnes. Après le décollage, on a constaté que la pompe des toilettes ne fonctionnait pas. Les toilettes, qui ont coûté 30 millions de dollars à la NASA, sont tombées en panne dès la première heure de la mission historique. La raison s'est avérée presque comique. Dieu merci, l'équipage n'avait tout simplement pas mis assez d'eau pour démarrer la pompe. En apesanteur, sans gravité, la pompe ne peut pas fonctionner à vide. Dès que de l'eau a été ajoutée, tout a fonctionné. Mais ce n'était que le début. Sur le tuyau de ventilation, ou plutôt le petit tube qui éjecte l'urine dans l'espace, de la glace s'est formée. Et le tuyau a gelé. Le contrôle de mission travaillait à réchauffer le tuyau. Les rayons du soleil, les chauffages. Et puis il s'est passé quelque chose de très poétique, quand ils ont réchauffé et ouvert le tuyau. Le commandement du vol a montré cela à Christina Cox. Sur les images vidéo, une fontaine de gouttes dorées s'est envolée du vaisseau, scintillant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel au soleil. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-on demandé depuis la Terre. « Mon urine » a répondu Christina Cox. Dans le vide de l'espace, elle s'est dispersée en gouttes scintillantes, semblables à des pierres précieuses filant devant les hublots. Littéralement. Eh bien, l'or de l'urine s'est dispersé dans l'espace, non loin de la Lune. Christina était très fière d'elle. Ensuite, l'équipage a signalé une odeur de brûlé provenant du compartiment des toilettes. Tout chez eux était lié aux toilettes. Le contrôle de mission a rassuré les astronautes. Probablement, c'était juste un joint en caoutchouc chauffé. Rien d'inquiétant du côté de la porte. Mais imaginez cette conversation. « Houston, Houston, il y a une odeur de brûlé qui vient des toilettes. »« Tout va bien, répond Houston, c'est juste un joint en caoutchouc. »
Et voici une histoire que tout Internet racontait. Le commandant de mission, Red Wiseman, a contacté le centre de contrôle et a déclaré « J'ai 2 Microsoft Outlook sur mon ordinateur et aucun des deux ne fonctionne. Les gars, connectez-vous à distance et réparez ça, d'accord ? La NASA s'est connectée à distance à l'ordinateur de bord pour réparer la messagerie. » Des commentaires sont immédiatement apparus sur Internet. Nous envoyons des gens sur la Lune et ils utilisent d'Outlook ? Microsoft n'a pas répondu aux questions sur la messagerie, apparemment par honte. Puis un autre incident amusant s'est produit. La presse l'a déjà appelé la toilette devant la caméra. Le 3 avril, l'astronaute Victor Glover a décidé de se laver après l'entraînement, de s'essuyer avec une serviette humide. Comme tout le monde le fait, en apesanteur, les caméras de diffusion ont tout enregistré. Le centre de contrôle de mission est entré en contact. Victor éteint la caméra ou tourne-lui le dos. Wiseman a répondu « Victor n'est pas contre la diffusion, mais nous comprenons. C'est en fait la plus humaine des histoires de la semaine. Je ne parle pas de tout ce que je vous ai dit sur le bain. Guerre, politique, prix du pétrole, tout existe. Mais 4 personnes volent à travers Ascaloon avec des toilettes cassées, Outlook qui plante et une odeur de caoutchouc brûlé. Et en même temps, ils regardent par le hublot leur urine qui s'envole dans l'espace et la terre, petite et fragile, et ils disent « Rien ne peut vous préparer à ce spectacle ». C'est exactement ça, l'humanité dans sa meilleure version. Passons maintenant au Parti démocrate des États-Unis, devenu, comme on le sait, le parti communo-fasciste en Amérique. Le Parti démocrate, en réalité, se prépare pour les élections de 2026. Il est soit en crise, soit en train de s'effondrer. Voici donc des chiffres qu'on ne peut pas contester, comme on dit. Commençons par eux. Selon une analyse conjointe du New York Times et de la société L2 dans 30 États, qui suivent l'inscription des électeurs par parti, le Parti démocrate a perdu 2,1 millions de partisans précédemment enregistrés. Cela s'est produit de 2020 à 2024. Pendant ce temps, les républicains ont gagné 2,4 millions d'électeurs. Où sont passées les voix des démocrates ? La réponse n'est pas simple. Une partie est allée aux républicains, la majorité aux indépendants. Et les nouveaux se sont inscrits chez les républicains. La tendance ne s'est pas arrêtée. Voici mars 2026. Effondrement à l'ouest. Le Parti républicain a gagné 3 842 nouveaux électeurs, tandis que les démocrates en ont perdu 861. C'est-à-dire plus 3 842 pour les uns, moins 861 pour les autres. Non. Messieurs, cela fait un écart de plus de 4 000 rien que dans un seul bureau de vote. Ce n'est pas une exception. En Caroline du Nord, les républicains ont, pour la première fois dans l'histoire de l'État, dépassé les démocrates en nombre d'électeurs inscrits. Alors qu'en 2016, les démocrates les devançaient de plus de 600 645 personnes, la part des électeurs démocrates inscrits parmi l'ensemble des électeurs a diminué de 1,2% en 2025. C'est probablement l'un des reculs annuels les plus marqués depuis, je ne sais pas, le siècle dernier. Il y a maintenant aussi des élus démocrates qui quittent leur propre parti. Donc, au niveau des responsables élus, après les élections de 2024, plusieurs dirigeants démocrates ont publiquement quitté le parti. Certains sont devenus indépendants, d'autres ont simplement dit « Moi, je suis avec les républicains ». Parmi les principaux motifs figure sur le virage brusque du parti vers la gauche, l'échec de sa politique dans les circonscriptions ouvrières et la perte de lien avec l'Amérique rurale. Parmi les défections les plus symboliques, il y a celui de Karine Jean-Pierre, l'ancienne attachée de presse. Karina, je ne sais pas. À la Maison-Blanche sous Biden, elle a annoncé quitter le Parti démocrate pour devenir indépendante. Le sénateur Pizzo, ancien chef de la minorité au Sénat de l'État, a déclaré directement depuis la tribune « Le Parti démocrate en Floride est mort ». La Floride est devenue le symbole de ce changement. Aujourd'hui, l'État compte 5,5 millions de républicains inscrits contre 4 millions de démocrates. Cela a toujours été l'inverse. En 2016, les démocrates devancèrent les républicains d'un demi-million. Ils étaient 4,9 millions et les républicains, il me semble, étaient 4,4 millions. Et malgré cette différence en faveur des démocrates, Donald Trump a quand même gagné les 2 fois. Et qu'en disent les analystes ?
Eh bien, Victor David Hanson, l'un des commentateurs conservateurs les plus méthodiques sur la question, a déclaré directement: le Parti démocrate d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui existait encore dans les années 90, les plateformes de Bill Clinton en 1992 et 1996 sembleraient aujourd'hui modérément républicaines. Selon son évaluation, le nouveau Parti démocrate socialiste voit dans la catastrophe de Joe Biden, c'est la période 2021-2024 des frontières ouvertes, 21% d'inflation, cumulée une impasse dans les énergies vertes. Ce ne sont pas des erreurs dont il faut se débarrasser, mais des acquis qu'il faut défendre. Tout le pays en souffrait, mais pour eux, ce sont des acquis qu'il faut défendre. L'argument de Hanson sur les démocrates est encore plus sévère. Les États bleus perdent environ 5 millions de personnes par an à cause de la migration interne. Les États rouges républicains attirent ceux qui fuient les démocrates. Il dit que c'est 5 millions de personnes par an. Le facteur à long terme encore plus inquiétant, c'est la natalité. Dans les 10 États les plus rouges, les républicains ont en moyenne 1,8 à 2 enfants par femme. C'est un peu insuffisant pour assurer le renouvellement des générations, alors que dans les États bleus chez les libéraux, ce chiffre tombe à 1,3 ou 1,4, c'est bien en dessous du niveau de renouvellement des générations. Mais tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. La situation est bien plus complexe, bien sûr, que ce que dépeint le camp conservateur. Selon Morning Consult, pour le mois de mars 2026, les électeurs indépendants devancent les républicains en faveur des démocrates de 11 points et les modérés de 23 points. Ned Silver est l'un des spécialistes les plus connus et les meilleurs dans notre pays, une personne qui réalise des sondages d'opinion et constate un avantage des démocrates dans le sondage générique d'environ 5 points. Mais il rappelle: à un moment similaire, avant 2018, lorsque les démocrates ont obtenu 41 sièges supplémentaires à la Chambre, cet indicateur était d'environ 7 points. Dans le même temps, les démocrates sont confrontés à un obstacle structurel majeur. Voici, selon le Cook Political Report, il n'y a que 17 sièges vraiment compétitifs à la Chambre des représentants. Autrement dit, même dans le scénario le plus favorable, les démocrates ne pourront, pour ainsi dire, faire basculer pas plus de 17 sièges, et comme je viens de le dire, en 2018, c'était 41 sièges. C'est assez pour contrôler la Chambre, mais pas pour une majorité confortable. Dans le même temps, les démocrates doivent gagner seulement 3 sièges de plus que ce qu'ils ont actuellement pour obtenir la majorité. Cependant, les élections spéciales dressent un tableau inquiétant pour les républicains. Lors de 2 élections spéciales, en mars en Floride, les démocrates ont remporté la victoire dans des circonscriptions où les électeurs républicains étaient pourtant nettement majoritaires. Dans la circonscription incluant Mar-a-Lago, la participation était de 46% pour les républicains contre 36% pour les démocrates. Et le démocrate a tout de même gagné. Des questions subsistent sur ces élections, mais les républicains n'ont pas contesté officiellement le résultat. Maintenant, le facteur iranien. Donc le docteur Steve Turley et Benny Johnson sont unanimes. La guerre avec l'Iran profite pour l'instant à Trump à l'intérieur du pays, mais elle crée des risques. Les électeurs à faible revenu ont basculé de 7 points en faveur des démocrates sous la pression de la hausse des prix, du carburant, de l'inflation alimentaire et des tarifs. Hanson avertit cependant les républicains que si les démocrates reprennent le Congrès, le seul responsable sera Trump lui-même, dont la manière de gouverner effraie les républicains modérés qui resteront tout simplement chez eux. Depuis 80 ans, les élections de mi-mandat. Ce sont des élections qui ne sont pas présidentielles. C'est-à-dire les présidentielles, puis 2 ans plus tard, les élections de mi-mandat. À nouveau les présidentielles, puis encore 2 ans après les élections de mi-mandat. En 80 ans, de 1946 à 2022, il y a eu 20 campagnes électorales de mi-mandat. Le parti du président, c'est-à-dire que le président a gagné et s'est installé à la Maison-Blanche. Le parti du président a perdu à la Chambre des représentants dans 18 cas sur 20. Ce n'est même plus une tendance, c'est ce qu'on appelle une loi de la nature. En moyenne, le parti du président perdait 20 à 28 sièges à la Chambre des représentants et 4 sièges au Sénat. En 1990, George Bush, père républicain, a perdu 8 sièges à la Chambre et 1 siège au Sénat. En 1994, Bill Clinton, démocrate.
Donc il y avait ce programme révolutionnaire de Newt Gingrich, le Contract with America. Et 54 sièges à la Chambre et 8 au Sénat sont passés des démocrates, le parti du président, aux républicains. En 2002, la deuxième année, Bush fils, un républicain. Une exception historique. L'effet de ralliement autour du drapeau après le 11 septembre a donné à Bush un taux d'approbation de 90%, et plus 8 sièges au Sénat, plus 1 à la Chambre et au Sénat. C'est sans doute le seul président, lors de son premier mandat, qui a gagné des sièges aux élections de mi-mandat depuis 1934. Maintenant, Obama a appelé cela une raclée. 63 sièges à la Chambre et il en a aussi perdu 6 au Sénat. L'une des plus grandes vagues de l'histoire. 2022 Biden, les démocrates. La vague rouge attendue n'a pas eu lieu. Les démocrates ont perdu seulement 9 sièges à la Chambre et gagné 1 au Sénat, soit les plus faibles pertes pour un parti et un président en 20 ans. Le principal facteur a été l'annulation de Roe contre Wade. Autrement dit, ce sont les questions d'avortement qui ont mobilisé les électrices démocrates. Parmi les 5 derniers présidents, Clinton, Bush, Obama, Trump et Biden, les 5 sont arrivés au pouvoir en contrôlant les 2 chambres du Congrès. Et les 5 ont perdu la majorité à la Chambre et au Sénat dès les 2 premières années. Qu'est-ce que cela signifie pour Trump en 1926 ? Les chiffres sont implacables. Les républicains ne peuvent pas perdre plus de 2 sièges au Sénat. À la Chambre, il suffit aux démocrates de gagner 3 sièges pour obtenir la majorité. La seule véritable chance pour les républicains de conserver la Chambre, c'est si la guerre contre l'Iran se termine par une victoire rapide avant novembre. L'économie montrera une baisse de prix significative. Les démocrates continueront de présenter des candidats sans programme positif clair. L'histoire montre que c'est difficile, mais pas impossible. Pourtant, cela s'est produit 2 fois, en 1998 et en 2002. Que faut-il faire pour gagner en novembre ? C'est sans doute la question principale de tous les podcasts conservateurs de 1926. Les analystes s'accordent sur le point suivant, l'économie. Pour gagner en 1926, les républicains doivent se concentrer sur l'économie. Ce qui a déjà été fait concerne le coût de la vie et la manière de remettre de l'argent dans les poches des électeurs. Il faut le faire, puis le leur faire savoir. Chaque candidat doit parler de sa propre voix et mener ce front dans sa circonscription. Selon les données de Pew Research, en février 1926, 72% des Américains considéraient les conditions économiques comme médiocres ou mauvaises, pas excellentes, pas bonnes. Et on ne peut pas ignorer cela. Désormais, il est stratégiquement nécessaire pour les républicains de mobiliser les partisans de Trump, qui se déplacent pour voter lorsque Trump est ses candidats, mais dont la moitié ne vient pas aux élections où le président n'est pas sur le bulletin. Et ne pas laisser d'espace aux démocrates. Les électeurs peu actifs, indécis, sont repoussés par l'extrémisme de gauche. Ils en ont assez que les démocrates à Washington gaspillent du temps et l'argent des contribuables. Ils entravent le contrôle de l'immigration et le progrès économique. Et la guerre ne doit pas devenir un fardeau autour du cou. Donald Trump doit se concentrer sur les résultats, la croissance du PIB, la baisse de l'inflation, l'augmentation du pouvoir d'achat. Et chaque semaine, il faut les comparer, les opposer à la catastrophe inflationniste de Joe Biden. En 2026, il y a un paradoxe. Les républicains au pouvoir au Congrès et à la Maison-Blanche sont au plus bas dans les sondages, mais ne pas être républicain en soi, ce n'est pas suffisant pour les battre. Le Parti démocrate ne dispose que de 15 millions de dollars en liquidités contre 88 millions pour le Comité national républicain. Le Parti démocrate n'a pas de figure unificatrice, pas de programme positif, pas de réponse à la question principale. Pourquoi exactement vous demandons-nous de voter ? Kenson formule la conclusion brièvement. Le Parti démocrate tel qu'il existait il y a 50 ou 100 ans n'existe plus. Elle a été remplacée par un parti socialiste radical. Eh bien, de mon point de vue, il est resté en deçà de la réalité. Elle est devenue un parti communo-fasciste, et non pas simplement radicalement socialiste. Quoique, peut-être que c'est la même chose. Une grande question reste en suspens. Les démocrates indépendants, attachés à la famille et à l'ordre, ressentiront-ils aussi que ce parti n'est plus le leur ? Que feront les démocrates de si grave s'ils obtiennent quand même la Chambre des représentants ?
Dès que Hakeem Jeffries prêtera serment en tant que président de la Chambre, la procédure de destitution commencera, peu importe la raison. On ne sait pas exactement pourquoi, mais en parallèle, des enquêtes seront annoncées qui en fait ressembleront à des enquêtes visant à trouver des crimes. La destitution est le principal sujet de débat chez les démocrates, qui se sont divisés sur ce sujet. Il y a donc un camp qui exige que 80 démocrates agissent immédiatement, tout de suite. Dès maintenant, Christina Homme. Ensuite, Trump, lui aussi immédiatement. Les dirigeants du parti avancent pour l'instant prudemment. Ils savent qu'avec une majorité républicaine au Sénat, la destitution n'évincera pas Trump et pourrait susciter une réaction électorale inverse. Pourquoi ? Il existe une leçon historique. Après la première procédure de destitution de Trump en 2019, son taux d'approbation est passé de 37 à 45%. Une procédure de destitution sans véritable éviction pourrait devenir un cadeau pour les républicains lors des élections de 2028. Ted Cruz l'exprime directement. Si les démocrates prennent la Chambre, aucune législation significative ne sera adoptée pendant 2 ans. Et nous verrons la destitution du président encore et encore et encore, et croyez-moi, ils se moquent de la raison. Ils vont lancer une procédure de destitution simplement parce qu'ils le détestent. La destitution est vraiment un outil de pression qui fonctionne. D'ailleurs, quel que soit le résultat de la procédure de destitution, les démocrates prévoient déjà une stratégie d'enquête agressive, utiliser le droit de convoquer des témoins pour obtenir des témoignages de Donald Trump lui-même sous serment, ainsi qu'enquêter sur les activités des membres de son cabinet. Le député Jamie Raskin, qui dirigera la commission judiciaire en cas de victoire des démocrates, a déclaré qu'ils entendaient enquêter sur ce qui conduit à l'instrumentalisation du gouvernement contre les citoyens américains, y compris la mort de personnes aux mains d'agents fédéraux de l'immigration à Minneapolis. Ils exigent aussi du ministère de la Justice la publication complète des archives de l'affaire Jeffrey Epstein, mais pourraient en réalité se retrouver piégés. Ted Cruz avertit que nous verrons une enquête attaquant l'administration dans toutes les commissions de la Chambre. Si les démocrates gagnent aussi le Sénat, tout sera bloqué. L'approbation des candidats, membres du cabinet, juges, etc. sera gelée. Même si les démocrates remportent la Chambre mais pas le Sénat, ils se retrouveront dans une situation de gouvernement divisé. Cela signifie que la législation sera confrontée à des obstacles de la part de Trump et du Sénat républicain. Il ne sera pas possible de mettre en œuvre un programme positif. Autrefois, à l'époque de Roman Beregin, il était encore possible de trouver un accord entre Tatum et Reagan. Ils s'asseyaient ensemble et trouvaient un terrain d'entente sur quelque chose. Le programme affiché est simple. La chef de la Chambre, Katherine Clark, a formulé le message clé. Les gens méritent mieux, une meilleure économie, de meilleures écoles, de meilleurs soins de santé, un avenir plus abordable. En pratique, qu'est-ce que cela signifie ? L'abandon des tarifs de Trump. Rétablissement des subventions. Protection de Medicaid. Protection de Medicaid, un accès pour tous. Et pour ainsi dire, la cerise sur le gâteau, l'élargissement de la Cour suprême. Certains démocrates suggèrent déjà que la nouvelle majorité à la Chambre soulève la question d'élargir la Cour suprême, en réaction à ce qu'ils voient comme une perte d'indépendance. Une démarche très controversée, même dans le parti. Mais c'est un signal pour 2028. Ici, en réalité, il y a un paradoxe. La victoire des démocrates en 26 pourrait s'avérer être un baiser de la mort, parce qu'alors, il retombera à nouveau dans la paralysie. CNN et MSNBC iront jusqu'au bout dans leur couverture. Ce sera le théâtre de la collusion russe. Eh bien, comme avant. En 28, les démocrates auront l'image d'un parti qui, pendant 2 ans, s'est occupé de Trump, et non de l'économie, ni des prix, ni de la vie des gens. Les sceptiques au sein même du parti se posent déjà la question. Cela vaut-il la peine de gaspiller des efforts pour destituer un président en fin de mandat ? Une personne qui, de toute façon, quittera la Maison-Blanche en janvier 29. Je ne peux pas répondre à cette question. La victoire en 26 servira-t-elle de tremplin vers la Maison-Blanche en 28 ? Ou bien sera-t-elle un piège ? C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre temps. Si vous n'êtes pas encore abonné, accomplissez cette tâche longue et difficile. Et si après cela il vous reste encore du temps, cliquez sur la cloche pour qu'elle sonne. Au revoir, à bientôt.